Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce plateau spécial avec cette question. Que se passe-t-il exactement dans les démocraties occidentales visiblement engluées dans une zone de turbulence? D'abord, aux États-Unis d'Amérique, c'est l'image qui va marquer l'histoire politique de ce pays, sans doute comme ils aiment le faire dans cette démocratie, cette vieille démocratie. Donald Trump, candidat à l'élection présidentielle, eh bien, de novembre prochain, la joue ensanglantée, le poing levé, une balle vient de percuter son oreille. L'ancien président américain vient d'échapper à une tentative d'assassinat. Ça s'est passé dans la nuit du 13 au 14 juillet, en plein meeting. Vous le voyez sur ces images. Ce sont des images absolument et complètement surréalistes. En plein meeting, Donald Trump, candidat à l'élection présidentielle, échappe à une tentative d'assassinat. Et cela s'est produit à quelques jours seulement de la convention républicaine qui bat son plein en ce moment. Nous devrons être en direct depuis Milwaukee avec Dili Diko, envoyé spécial des VOA sur place. Ça sera dans un instant. Eh bien, cette seule image et ce seul événement nous pose la question suivante. Que se passe-t-il dans la démocratie occidentale? Aux États-Unis d'Amérique, la plus vieille démocratie au monde, est en balbutiement. Un ancien président, candidat à l'élection présidentielle, échappe à un assassinat. On va l'analyser dans un instant. Mais aussi en Europe, en France, le nouveau Front populaire se déchire pour trouver un Premier ministre. Macron essaye de former une coalition. Le Rassemblement national est aux aguets. La situation est bloquée après l'élection législative. Là encore, la démocratie est un peu en difficulté. Nous allons analyser tous ces aspects, puis on fera un clin d'œil au Rwanda. Le Rwanda où Paul Kagame a été réélu avec un score assez particulier, 99% des voix. Et pourtant, ça semble marcher sur place. Le pays est stable et les choses avancent. On fera quelques comparaisons avec moi sur ce plateau pour en parler. Moussa Sawadougou, expert en communication. Bonsoir, Moussa Sawadougou. Merci d'être là. Yamba Kabré, vous êtes journaliste. Bonsoir. Bonsoir, M. Dacier. Merci d'être venu. Francine Sawadougou, spécialiste en relations internationales. Bonsoir, Francine Sawadougou. Et puis, depuis les États-Unis d'Amérique, Dacier Debendouté, il est sociologue, anthropologue. Bonsoir, Dacier Debendouté. Oui, bonsoir, M. Dapa, et bonsoir à tous mes co-panélistes, et bonsoir à tout le Burkina Faso. Voilà, Dacier, vous êtes aux États-Unis d'Amérique et certainement que vous avez été peut-être aussi choqué que nous de voir ces images en 2024 aux États-Unis d'Amérique, après l'assassinat de Kennedy il y a plusieurs années, qu'il y a encore cette tentative d'assassinat. C'est vrai que Donald Trump n'est plus président. Il est ancien président, mais candidat à l'élection présidentielle de novembre prochain. On va revoir ces images sans commentaire et puis on revient pour débattre. And look what happened to our country. Probably 20 million people. And you know, that's a little bit old, that chart to people what's old. And if you want to really see something that says, I hope he's turning this way. Be careful, guys. We got breaking news. Coming in from Australia. Seems to be shots fired at the Trump rally. Over there. Is he okay? We need to go live right now. We are live right now at the Trump rally. One shot right here, Mike. We don't know if President Trump has been shot. We know he hit the ground. We do not know if President Trump has been shot. He's up. He's up. Shots are still continuing to be fired. He's giving a thumbs up, everybody. He's giving a thumbs up.
Dacier de Bendouté, vos impressions, c'est vrai que cela fait maintenant quelques jours, la tension a un peu baissé, mais quand vous voyez ces images-là, vous qui êtes aux États-Unis d'Amérique, lorsque vous voyez ces images-là, premièrement, qu'est-ce qui vous vient en tête comme pensée, comme réaction? Oui, merci. Je pense que d'abord, ce sont des images choquantes et ça faisait peur. Et si le président, ou si vous voulez, l'ancien président Donald Trump était mort, on ne sait pas ce qui allait arriver à l'Amérique. Et aussi, ces questions de scènes de violence dans la vie quotidienne américaine n'est pas aussi nouveau. Voilà, parce qu'à tout moment, tous les jours, il y a les questions de tirs, il y a en tout cas la violence. Bon, aussi, il faut dire que c'est dans la logique de la politique américaine, parce que les États-Unis ont eu une histoire politique très violente et à chaque moment, à chaque tournant de l'histoire, on a en tout cas ces scènes de violence. Mais personnellement, quand j'analyse la situation, je veux m'appuyer sur deux présidents, en plus de Trump lui-même, pour analyser ces grands moments de l'assassinat ou de la tentative d'assassinat. Par exemple, quand vous prenez l'assassinat d'Abraham Lincoln, qui est le premier à être assassiné, il y avait à cette époque une question majeure, la question de l'esclavage, et qui a divisé le Sud et le Nord. Et on a vu comment il a été assassiné par le dos, il a été fusillé. Maintenant, quand vous prenez Kennedy, il a été assassiné aussi par le dos. Et qu'est-ce qu'il y avait à l'époque? Il y avait la question des droits civiques, il y avait la guerre froide, il y avait la mafia, il y avait l'affaire Cuba, l'affaire des missiles et l'échec au niveau du débarquement de la baie de Cochon. Quand vous prenez actuellement Donald Trump, il y a la guerre en Ukraine. Et cette question de guerre en Ukraine, ça concerne directement l'Afrique. Il y a aussi, quand je dis ça concerne l'Afrique, il y a la question de l'Ukraine et de l'AES et il y a la question de l'immigration. Donc, on est à un tournant très décisif et chaque fois que vous voyez en Occident, il y a des mouvements comme ça, il faut se référer à l'Afrique pour comprendre ce qui se passe avec l'Afrique. Parce que, vous savez, si on ne connaît pas l'histoire de l'Afrique, on ne connaît pas l'histoire du monde. Donc, tout revient à ce qui se passe actuellement en Afrique et les enjeux du monde. Et vous avez vu le sommet de l'OTAN et comment le président Biden a tenté de convaincre le monde occidental pour dire que les États-Unis, en tout cas, peuvent gérer la situation. Et aussi, ça amène directement Trump, il gagne encore de popularité, il a eu une popularité et ça l'amène directement dans la mythologie politique américaine, à savoir qu'il a été en tout cas victime d'un assassinat. Donc c'est un monde qui se dessine actuellement. Vous avez parlé tout de suite de la France, on va y revenir. Donc pour moi, c'est une suite logique des événements, mais c'est dû à ce qui se passe spécialement en Afrique actuellement. D'accord, vous avez fait le tour de la question. On va y revenir, vous avez dit dans les détails. Moussa Sawadogo, vous aussi, vous avez été peut-être surpris de voir ces images-là en 2024. Oui, j'ai été surpris et choqué parce que d'abord, il s'agit d'un être humain qui a échappé à une tentative d'assassinat. Donc, ne serait-ce que humain, on ne peut que s'indigner. Ensuite, on est dans un cadre politique où, voilà, on est en pleine compétition et cette violence-là arrive. Mais ça m'a choqué, certes, mais ça ne m'a pas étonné. Parce qu'un peu comme Dacier l'a rappelé, dans l'histoire des États-Unis, on a vu que la démocratie américaine, même si aujourd'hui on dit que c'est la plus grande puissance mondiale, ce sont les champions de la démocratie, cette démocratie-là ne s'est pas construite comme un fleuve calme qui coule. Il y a toujours eu de la violence. On a commencé par Lincoln, on a même vu l'élection qui a opposé Trump à l'actuel président. Comment Trump lui-même a refusé de reconnaître sa défaite. Et on sait ce qui s'en est suivi, la prise du Capitole, l'attaque des symboles de l'État, chose. Donc, en fait, c'est un peu ça aussi la démocratie. C'est-à-dire que même si c'est le régime que tout le monde réclame, le moindre mal, comme disent les philosophes, c'est quand même un régime dans lequel qui est animé par les hommes.
et la bêtise humaine se manifeste aussi souvent dans cette démocratie-là. Mais on verra que ce qui nous choque ici, c'est parce que la démocratie est toujours présentée comme un régime assez pacifique, où c'est le débat, c'est une saine concurrence et tout. Mais à comparer avec d'autres systèmes, la démocratie n'est pas du tout violente comme les autres systèmes qu'on connaît ailleurs dans le monde. Mais c'est vrai, c'est choquant, et on se dit comme quoi, même en démocratie, il faut toujours garder un œil ouvert. Un œil ouvert. Nyambaka Bray, sur ces images encore. Des images très choquantes, mais je ne suis pas surpris également, comme mes prédécesseurs l'ont dit. Mais c'est qu'on va peut-être arriver à faire le procès de la démocratie. On va essayer de diagnostiquer la démocratie au cours de cette émission. Cet événement malheureux, mais en survenant dans la plus vieille démocratie au monde, nous interpelle et nous permet de pouvoir entrer dans l'analyse profonde de ce que c'est la démocratie. Il faut d'abord rappeler que la démocratie, qui est définie comme le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple, est en réalité, comme Édouard Bernays, ce philosophe qui l'a indiqué dans son ouvrage Propaganda, l'art de manipuler l'opinion politique en démocratie, la réalité est que la démocratie n'est pas aussi facilement acceptable comme le pouvoir du peuple pour le peuple. La démocratie, c'est une entité intelligente, c'est une sphère politique, c'est-à-dire des lobbies qui gèrent les opinions, qui manipulent les opinions dans l'optique de pouvoir les contraindre de façon pacifique, docile, subliminale à atteindre des objectifs. Donc, la démocratie à l'américaine qui s'est inventée, qui s'est répandue à travers le monde n'est pas aussi pacifiste que ça. Rappelez-vous, la démocratie en réalité est survenue. Pourquoi ? La démocratie, il y a des experts qui ont estimé qu'en démocratie, les soldats, c'est-à-dire les militaires se battaient mieux, et qu'en démocratie, les soldats se battaient mieux que dans les monarchies ou dans les dictatures, dans les régimes dictatoriaux ou trucs. Donc, la démocratie, dans le fond, n'est pas ce que nous pensons pacifiste, la voix du peuple, la volonté du peuple, l'expression de la volonté populaire. C'est pas aussi ça. En réalité. Mais ce qui se passe en Amérique est inquiétant parce que au XXIe siècle, la violence dans le processus électoral dans un pays aussi démocratique que les États-Unis, c'est pas acceptable. Mais ça peut se comprendre. En fait, la réalité est que, comme Daci l'a dit, les assassinats politiques en Amérique se construisent à partir d'un modèle qui se présente à chaque situation. Aujourd'hui, la réalité est que Donald Trump veut se présenter comme un électron libre dans un système qui est endoctriné par des principes inviolables. Et aujourd'hui, il n'est pas... il est trop anti-système. Il est trop anti-système. Et si vous regardez même à l'origine, c'est-à-dire que depuis les États-Unis, même la France, la Révolution française de 1789, ou la Deuxième République, la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1848, qui est partie de la Révolution française, est partie de quoi? C'est parti de la volonté des Français, à partir du décret des exaltés de Paris, de défendre leur démocratie contre les armées occidentales et européennes qui voulaient tuer leur révolution dans l'œuf. Donc, cette violence, cette volonté de transformer la violence de façon subtile pour faire évoluer son idéologie politique ou bien sa doctrine politique est historique, et c'est la même qui se présente aux États-Unis. Ce n'est pas vraiment... Francine Sawadogo, il a dit aux États-Unis d'Amérique, et je précise qu'on ne fait pas ce soir le procès de la démocratie, on regarde ce système politique à l'aune des événements actuels qui se passent, et en France, où c'est un blocage de l'appareillage
entier à cause des législatives qui n'ont pas pu dégager une majorité absolue pour aucun camp. Et puis, la situation différente aux États-Unis d'Amérique où l'élection présidentielle de novembre 2024 approche et qu'un ancien président et candidat à l'élection présidentielle a échappé à une tentative d'assassinat. On analyse la démocratie à l'aune de ces deux événements, mais il ne s'agit en aucun cas de faire le procès de la démocratie. Francine Sawadogo, il a dit un instant, aux États-Unis, ce n'est pas la première fois qu'un président ou qu'un ancien président échappe à une tentative d'assassinat ou même est assassiné. On l'a vu avec John Fitzgerald Kennedy qui, lui, a eu moins de chances que Donald Trump. Effectivement, mais je veux déjà commencer en disant que je viens d'une génération aussi qui a quand même un peu idéalisé le modèle démocratique américain. Parce que qu'on se souvienne, au XXIe siècle quand même, il n'y a pas encore eu de cette tentative. C'est la première au XXIe siècle. Parce que la dernière tentative d'assassinat, c'était contre Donald Reagan en 1981. Donc c'est Donald Reagan. Oui. Donald Reagan en 1981. Donc c'est je viens de cette génération qui n'a pas connu en fait ces revers ou ces périodes de la démocratie américaine. On a connu une démocratie américaine qui s'est montrée forte, qui s'est montrée stable. C'est vrai que et moi il y a deux choses factuelles que je vois. La première des choses, c'est que quand même ces dernières années, on a assisté un peu crescendo à une montée de la violence politique aux États-Unis. Déjà par la prise du Capitole qui avait suscité de vives réactions parce que c'était la première fois qu'on voyait ça aux États-Unis d'Amérique. Et actuellement aussi, avec cette dernière actualité, avec la tentative manquée de l'assassinat de Donald Trump. Et moi, la deuxième chose que je regarde, c'est l'âge aussi du commanditaire qui a 20 ans. Quand même très jeune, qui n'a pas peut-être connu aussi cette période dont on parle. Donc, c'est des questions que je me pose. En fait, quand j'ai écouté, quand j'ai regardé, pour moi, c'est déjà l'âge du jeune m'a quand même assez interpellée. Parce que je me suis posé des questions. Comment il a réfléchi. Dacier Debendouté, c'est vrai, tout le monde essaye de dire que peut-être que la démocratie n'est pas forcément le meilleur modèle, mais aux États-Unis d'Amérique, ça fait plus de 200 ans que ce système politique gouverne et ça marche. Ils sont le pays le plus puissant au monde, malgré les soubresauts qu'a connu la démocratie dans ce pays, les assassinats du président, les tentatives d'assassinat, des leaders de la société civile qui ont été assassinés. Mais le modèle, il tient, la démocratie, elle marche. 200 ans que ça dure, la première économie, la première puissance militaire mondiale. Ces événements sont-ils de nature à remettre en cause un système qui marche et qui se régénère depuis 200 ans? Oui, merci. Il faut dire que depuis 200 ans, les États-Unis ont connu 15 tentatives d'assassinat et il y a eu 4 qui ont été tués. Et tout de suite, madame parlait de l'âge. Celui qui a tué Kennedy avait 24 ans. Et dans tous les assassinats ou tentatives d'assassinat, l'État américain n'a jamais donné la vérité au peuple. On fait des rapports, mais les conclusions ne sont pas vraiment concluantes comme on le dit en Afrique. Quand vous prenez l'assassinat de Kennedy, la commission Warren a présenté un rapport de 900 pages. Bon, vous, monsieur Dapa, qui va lire 900 pages pour tirer une conclusion? Et encore, il y a des partis qui sont encore classés secret défense et qui n'ont pas encore déclassifié. Oui. Voilà. Donc, ça a toujours été comme ça. Maintenant, cette démocratie qui tient, c'est normal que ça tienne. Parce qu'au moment où les États-Unis ont fait leur révolution, en 1767, ils n'avaient pas de modèle social. Ils n'avaient pas de culture endogène sur laquelle il fallait s'appuyer. Donc, il fallait inventer quelque chose, mettre en place quelque chose qui soit consensuel. Puisqu'ils n'ont pas connu la royauté. Ils ont rejeté, c'était George V ou quoi, le roi d'Angleterre, ils ont rejeté la royauté et ils voulaient être libres. Avant même de faire passer à la révolution, ils voulaient être libres parce qu'ils ont fui l'Inquisition. Ils ont fui maintenant les tueries de l'Église catholique pour se réfugier en Amérique. Donc voilà d'abord les débuts. Maintenant, ce qui fait qu'il y a cette puissance américaine, c'est aussi l'union. Les États-Unis sont une union. C'est 54 États qui se sont unis. Et l'autre force, c'est quoi? C'est l'esclavage. Donc, n'eût été l'union et l'esclavage, les États-Unis ne seraient pas
là où ils sont aujourd'hui. C'est pas la démocratie. La démocratie n'a jamais été un facteur de développement. Je l'ai dit et je le dis toujours, c'est l'histoire de l'économie et du développement lui-même qui en parle. Parce qu'aujourd'hui, aux États-Unis, il y a un courant d'historiens qui est revenu sur la question de l'esclavage et la conclusion, c'est quoi? C'est que le coton a donné à l'économie américaine. Il ne peut pas y avoir une autre matière première dans le monde qui va valoir le coton, même le pétrole. Parce que le contexte, c'est pas pour rien on a baptisé le coton l'or blanc. Et cette guerre de sécession est due à ces systèmes économiques. Donc aujourd'hui, c'est un pays qui a tiré vraiment les ressources de son milieu, c'est-à-dire et de son histoire, parce que la population, les civilisations endogènes qui existaient ont été exterminées de façon systématique, que ce soit sur tout le continent américain. Donc voilà les sous-bassements de cette puissance. Maintenant, il y a toujours des problèmes. Toutes ces violences qu'on connaît, c'est les rapports des États-Unis avec le monde, les rapports des États-Unis avec l'Europe, et à l'intérieur même des États-Unis, il y a un problème, la question d'inégalité sociale. Parce que c'est une société qui a grandi dans ce qu'on appelle la ségrégation. Quand vous prenez au moment, l'Afrique est indépendante en 60, mais les États-Unis étaient toujours sous ségrégation. Les Martin Luther King, là, il a fallu que les générations luttent, et c'était Kennedy qui a été favorable à ça, pour qu'ils puissent gagner les droits de vote. Ce qu'on appelait le mouvement civique. Donc, cette démocratie aujourd'hui, c'est de l'intérieur. Et Alexis de Tocqueville avait critiqué ce système. D'abord, le racisme, cette inégalité qu'il faut revoir. Et aussi parce que les Noirs n'avaient pas droit de vote. Pourtant, ils se sont battus pendant la guerre de sécession pour ça. C'est finalement de 1865 à 1965 pour avoir droit de vote. Vous prenez aussi les clans. Il y a trop de clans aux États-Unis. Et c'est dû aussi à l'histoire du peuplement des colons qui sont venus en Amérique. Donc, c'est tout ça aujourd'hui qui fait que à l'intérieur, il y a certains problèmes. Par exemple, quand vous prenez la question des armes, les lobbies de l'armement sont très puissants. Et aux États-Unis, par exemple, l'arme que le tireur a utilisée, vous ne pouvez pas payer ça au Burkina. Parce que ça, c'est une arme de guerre. Mais ici, tu vas voir des armes que des individus peuvent aller payer. Chez nous, tu ne peux même pas t'imaginer. Ce qu'on peut payer, c'est les armes comme la chasse et puis pistolet. C'est tout. Voilà. Donc, il y a trop de problèmes, trop de clans, mais il va falloir trouver quelque chose. Et ce qui les met en consensus, c'est le système démocratique. D'accord. Mais ce que vous dites, Dacier Bendouté, c'est que finalement, la violence est consubstantielle à la société américaine. C'est vrai, on le constate avec le deuxième amendement qui permet à chaque Américain de disposer d'une arme quand il veut. Bien sûr, il y a des conditions assez variées pour avoir une arme. On reviendra à Bouchassa Ouedraogo. Mais d'abord, on va aux États-Unis d'Amérique, à Milwaukee, pour retrouver Dili Diko, envoyé spécial des VOA sur place. Dili Diko, bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Oui, je vous entends. Moi, je ne vous entends pas trop bien. J'espère qu'on va régler le son au niveau de la technique. Est-ce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous êtes à Milwaukee en direct où la convention républicaine bat son plein en ce moment. On imagine que c'est la fête. Ils sont en confiance, surtout après un président, un candidat pratiquement miraculé, qui a échappé à une tentative d'assassinat. Ils sont ragaillardis. Quelle est l'ambiance sur place à Milwaukee en ce moment? Alors, si vous aviez posé cette question il y a une heure, je vous ai dit calme, Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Le micro est trop bas, je ne vous entends pas bien, il faut monter un peu le micro. Vous m'entendez là? Il faut monter le micro. Votre micro, il est trop bas. Allô? Oui, je dis, votre micro, il est trop bas, il faut le monter. Voilà. Vous m'entendez? Oui, voilà, c'est bon, allez-y. Super, bonjour. Tout juste une heure. L'ambiance est très calme, mais là, contre, les participants sont sortis parce que dans moins de 3 heures, la session va commencer officiellement. Et lorsque la session va commencer, peu avant 19 heures, on attend à avoir plus important, dont ceux qui visent Donald Trump. Mais ce soir, beaucoup de gens sont venus, beaucoup de délégués, beaucoup de participants, tout simplement parce que le de Donald Trump va prendre la parole pour la première fois officiellement.
Donald Trump va prendre la parole bientôt. Selon certaines informations, dans son discours, il s'apprête à appeler à l'union, ce qui n'est pas de son habitude. Est-ce que vous avez des informations sur les grandes lignes de son discours? Alors, l'union, on n'a pas encore vu son discours, mais ce qu'on sait, c'est que suite à la tentative d'assassinat, Donald Trump a complètement changé son discours. Il a dit de réécrire. Et comme vous l'avez dit, l'unité, c'est vraiment le mot d'ordre ici. Ces 2 derniers jours, là, on en est à la 3e journée. Le mot d'ordre ici, c'est l'unité à la Convention. D'ailleurs, hier, les adversaires politiques de Donald Trump qui s'étaient présentés face à lui lors de la primaire républicaine ont appelé à l'unité également et ont dit qu'ils endossent complètement Donald Trump. Chez les républicains, l'unité est mise en avant. C'est vrai que Nikki Haley et tous les candidats à la primaire contre Donald Trump se sont ralliés et c'est tout à fait normal. Il y a eu cette tentative d'assassinat d'Ili Diko. Aujourd'hui, aux États-Unis d'Amérique, est-ce que cette tentative d'assassinat est de nature à s'interroger sur l'état de la démocratie américaine? Alors, on ne peut pas faire de lien direct entre la tentative d'assassinat et la démocratie américaine, mais si on s'aventurait à mettre ces événements, enfin ces 2 choses l'une à côté de l'autre, je dirais que, et d'ailleurs, c'est les propos de nos sénateurs et de nos représentants américains au Congrès, que justement cet acte violent montre en fait qu'aux États-Unis, la meilleure façon mais son désaccord, c'est aux urnes. Il faut voter pour faire connaître sa préférence politique ou d'un parti ou d'un autre. Et justement, les partis ont appelé à s'exprimer le 5 novembre prochain et non pas par les armes. Ce qu'on essaie de faire ici, et d'ailleurs l'administration Biden a appelé à diminuer la tension aux États-Unis, surtout la tension politique, et l'administration Biden a d'ailleurs retiré de la télé toutes les publicités cette semaine. D'accord. C'est vrai que Joe Biden a appelé au calme. Il s'est même excusé de son discours durant les semaines précédentes cet attentat en disant qu'il a été peut-être trop loin parce qu'il a employé le terme « il faut faire de Donald Trump une cible à éliminer » et cela a peut-être engendré ces événements de la nuit du 13 au 14 juillet dernier. Dili Diko, est-ce que cette nuit... Là-dessus, donc il y a eu un discours de Donald Trump le lendemain et il a effectivement parlé des propos qu'il avait utilisés. Mais par contre, il ne faut pas faire de confusion, ce ne sont pas ces propos-là qui ont motivé cette personne à agir de la sorte. Absolument. Et c'est vrai que tout le monde a appelé au calme, que ce soit Joe Biden ou même les anciens présidents américains, toute la classe politique américaine, pour une fois, a parlé d'une voix commune pour appeler au calme et pour permettre à l'exercice démocratique. Oui, la violence politique est condamnée de tous les côtés. Allez-y. Je disais justement que des 2 côtés, autant chez les démocrates que les républicains, la violence politique est condamnée. Est condamnée. Est-ce qu'on peut dire, Dili Diko, que dans cette nuit du 13 au 14 juillet dernier, est-ce que Donald Trump a gagné les élections et que ça sera un moment de bascule dans l'élection présidentielle de novembre prochain? Alors pour l'instant, on ne peut pas dire que Donald Trump a gagné l'élection. On le saura vraiment le 5 novembre. C'est sûr que cet événement a renforcé la cohésion entre les républicains. Et voilà, pour l'instant, on saura qui va gagner les élections le 5 novembre, mais on ne peut pas s'avancer. On ne peut pas s'avancer. Est-ce que Joe Biden va continuer ou est-ce qu'il va partir finalement? Alors Joe Biden a dit qu'il va continuer, qu'il ne compte pas se retirer. Il l'a répété plusieurs fois au cours des dernières semaines. D'accord, merci bien. Pour l'instant, on tient à ça. Merci bien, Dili Diko. Donald Trump va prendre la parole bientôt, vous l'avez dit, pour son tout premier discours après les événements du 13. Alors c'est demain Demain, d'accord. que Donald Trump prendra
prendra la parole ce soir, c'est son colistier. Et traditionnellement, le colistier prend la parole mercredi. Et le candidat républicain à la présidentielle parle le dernier soir. D'accord. Son colistier Evans qui va prendre la parole, vous l'avez dit aujourd'hui et demain. J.D. Vance. C'est ça. Qui va prendre la parole demain. Donald Trump prendra lui la parole demain. Aujourd'hui, c'est son colistier. On espère vous retrouver demain pour nous faire le résumé de la prise de parole de Donald Trump. J'espère vous parler demain. Merci bien, Dili Diko. Et puis, on vous souhaite bonne convention républicaine. Merci beaucoup. Merci bien. Voilà, on revient sur ce plateau. Moussa Sawadogo, on l'a dit il y a un instant, tout le monde aux États-Unis d'Amérique, tous les leaders politiques, tous les appareils politiques ont appelé au calme après les événements. On a l'impression que lorsque cet outil démocratique est menacé, les Américains arrivent à resserrer les rangs pour aller à l'essentiel, c'est-à-dire garder le calme et donner toute sa chance, sinon toute sa puissance à la démocratie. Finalement. Bien sûr, et c'est ce qui fait la beauté de la démocratie. C'est ce qui fait aussi que malgré les insuffisances ou ce que certains appellent des imperfections, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas meilleur régime que la démocratie. L'humanité, quand on prend l'histoire de l'humanité, on a expérimenté beaucoup de choses. Et là, je suis un peu totalement en désaccord avec Dacier quand il dit que la démocratie n'apporte pas le développement, mais je n'ai pas vu un autre régime en dehors de la démocratie qui a apporté le développement. Et je pense que ce qui se passe actuellement aux États-Unis, c'est vrai qu'il a eu une agression contre Donald Trump, il y a eu des agressions contre d'autres anciens présidents, mais cela ne remet pas en cause la démocratie. Il faut faire très attention. Parce que la démocratie, quand même, de façon basique, c'est le gouvernement du peuple par le peuple. Et l'avantage de la démocratie, c'est de permettre quand même à chaque citoyen de contribuer au développement en s'exprimant, en pouvant dire « je suis d'accord, je ne suis pas d'accord ». Et c'est aussi la force de la démocratie, c'est de permettre au président qui est élu de savoir que le chef, en définitive, c'est pas lui le président. Le chef, en définitive, c'est le peuple. Et ce peuple-là a un pouvoir de sanction. Parce qu'à la fin de son mandat, il doit aller demander encore l'autorisation au peuple de lui renouveler sa confiance. Et le peuple peut refuser de lui renouveler sa confiance. Donc c'est vrai qu'il y a eu une attaque aux États-Unis, c'est dommage, il y a eu même des morts par le passé, c'est dommage, mais il faut savoir aussi que si les États-Unis ont choisi la démocratie, c'est pas le fait du hasard. Parce qu'on oublie très souvent que les États-Unis sont passés par une guerre civile qui a été très meurtrière. Des millions et des millions de morts. Très meurtrière. Donc le séparatisme, le divisionnisme, les États-Unis connaissent ce que c'est. C'est après avoir expérimenté ça aussi qu'ils ont décidé de dire que finalement, allons-y pour la démocratie. Et ça ne veut pas dire que la démocratie vient mettre fin à toutes les différences. Mais la force de la démocratie, c'est que c'est son dynamisme qui fait que, à son intérieur, elle trouve les ressorts pour pouvoir justement juguler les insuffisances ou bien les différences, les différends et tout. Donc, je dirais que oui. Et si vous regardez, vous repartez lire les auteurs grecs, les philosophes grecs qui ont été les maîtres à penser de la démocratie, il y a une unanimité qui se dégage. Nulle part, on a dit que la démocratie est le système idéal. On a juste dit que c'est le moins mauvais. Non, c'est le moins mauvais. Ça ne veut pas dire que c'est le système idéal, c'est le système le moins mauvais, c'est le système qui a tous les éléments en interne pour résoudre les différends. Prenons l'exemple, quand il a eu la prise du Capitole, et quand il a eu la prise de la présidence même au Brésil, on oublie ça avec Bolsonaro, etc. Donc, on a fait quoi? La démocratie a été violée, la démocratie a été martyrisée, on fait appel à la démocratie pour résoudre le problème. Donc, je pense que c'est ça qui fait que la démocratie, elle est fantastique. Et aujourd'hui, quand on regarde, en venant sur... aujourd'hui, pour cette émission, quand je faisais un peu la revue, je suis tombé sur un document qui date de 2005, qui a été écrit par Human Security Report, qui dit qu'en définitive, il y a 3 régimes. Il y a
d'une part la démocratie, d'autre part la dictature, et entre les deux, ils ont ce qu'ils appellent l'anocratie. L'anocratie qui concerne tous les régimes en transition. Tous les régimes en transition qui peuvent évoluer soit vers la démocratie, soit vers la dictature. Mais il y a ce troisième régime-là qui est que c'est où peut-être la démocratie, il a eu des problèmes de société, rupture de contrat social, et à un moment donné, le peuple se met à réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, il y a deux choix possibles. Soit on renoue avec la démocratie, soit on tombe dans la dictature. Donc, en fait, c'est comme des régimes de transition. Et je comprendrais que beaucoup de pays sont un peu dans cette situation. Et même quand on prend la démocratie de façon générale, le premier système à mettre en cause la démocratie, c'est la démocratie elle-même. Parce que c'est le seul système politique qui s'interroge sur lui-même. Les autres arrivent de façon impériale pour dire qu'ils sont dans le droit chemin et il n'y a pas de remise en cause. Quand tu veux faire une remise en cause, tu es éjecté du système. Et c'est ça qui fait la force de la démocratie. Et vous l'avez dit, finalement, cette démocratie-là, occidentale, elle se régénère elle-même. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les années passent, elle trouve des solutions pour ces problèmes qui sont à l'intérieur de cette démocratie. Mais la question que je pose, c'est est-ce qu'on n'arrive pas à la fin d'un cycle? Est-ce que cette démocratie occidentale n'est pas justement en train de s'essouffler quand on voit aujourd'hui une société américaine complètement divisée? Aujourd'hui, aux États-Unis d'Amérique, avant, il y avait un peu un consensus, c'est un sujet, la division elle est profonde entre les républicains, les conservateurs, voici les sujets de l'avortement, de l'homosexualité, de l'immigration. Il y a un grand écart, une division profonde dans la société américaine aujourd'hui entre les démocrates et les républicains qui, peut-être, on n'a jamais atteint un tel niveau de face-à-face dans la société américaine. Est-ce que la démocratie n'est pas en train de montrer des signes d'essoufflement dans ces pays-là? Non, moi je ne trouve pas. La démocratie ne montre pas des signes d'essoufflement dans le cas américain. Au contraire, moi je mets ça sur le dynamisme de la démocratie qui évolue, qui a des rencontres. Par contre, effectivement, quand on suit le débat de façon générale en Occident, il y a des interrogations sur la démocratie. Et ça, je quitterai les États-Unis pour venir en Europe. Par exemple, vous prenez un système comme la Belgique, que je connais très bien, où ce n'est pas forcément les partis qui sont arrivés majoritaires à l'issue des élections qui prennent le gouvernement avec les jeux des alliances. On a souvent vu des citoyens qui se plaignent. Mais on nous a volé notre vote, nous avons voté tel parti, finalement c'est pas lui qui est aux affaires. Et rappelez-vous, avec l'affaire des Gilets jaunes, les Gilets jaunes en France a mis sur la table les formes de démocratie. Parce qu'il faut faire attention que la démocratie, elle est diverse. Il y a plusieurs formes de démocratie. C'est vrai qu'aujourd'hui, de façon générale, on s'interroge sur la démocratie directe, qui est en train d'ailleurs de s'essouffler. Est-ce que tout le monde a la même compréhension des enjeux? Est-ce qu'il faut mettre tout le monde au même niveau? Donc vous verrez que certains pays vont aller pour la démocratie directe, la démocratie indirecte, la démocratie parlementaire, la démocratie présidentielle, etc. Mais je pense que le plus important, c'est que chaque pays adapte la démocratie à son contexte. Si la démocratie est simplement un régime où on donne la parole au peuple et on lui donne les moyens de s'exprimer, c'est ça la base de la démocratie. Maintenant, quelle forme ça va prendre en fonction des réalités, de l'histoire, etc., on peut l'adapter. Mais la base, la volonté du peuple reste la base. La volonté du peuple reste la base. Yamba Cabré, en France, le peuple s'est exprimé pour les législatives. Et malheureusement, le peuple n'a pas tranché parce qu'il n'y a pas eu de majorité absolue au niveau des appareils politiques, que ce soit pour le nouveau Front populaire, pour le Rassemblement national, pour Reconquête. C'est le blocage parce qu'il n'y a pas eu de volonté absolue. Est-ce que ce système démocratique-là n'est pas lui aussi en train de montrer des signes d'essoufflement? Bon, la démocratie à l'occidental peut être en train de décliner, mais permettez, M. Dapa, que je revienne sur le cas américain avec ce qui s'est passé avec Donald Trump, parce que vous posiez la question tout à l'heure à savoir est-ce que l'élection ne s'est pas jouée à partir de cet incident. Et c'est là aussi je vais revenir à la notion de la manipulation de l'opinion politique en démocratie.
Voyez-vous, je vous disais la dernière fois, par rapport à Roosevelt, alors que les États-Unis d'Amérique n'avaient jamais pensé à un troisième mandat, Roosevelt, pensant avoir continué, parce qu'en période, on était en guerre, il avait encore des missions, il pensait qu'il n'avait pas encore fini, qu'il avait encore des choses à faire pour le pays. Il a opté pour manipuler l'opinion publique en faisant en sorte, en ressortant dans son discours pratiquement de façon redondante qu'il n'était pas intéressé par un troisième mandat. Alors que le troisième mandat n'était jamais d'actualité dans le processus démocratique américain. Et il a entretenu ce doute et jusqu'à la convention, il a fait passer son porte-parole qui a tenu un discours pour dire que Roosevelt n'était pas intéressé par un troisième mandat. Je veux dire la manière qu'on manipule l'opinion. Et en même temps qu'il a dit qu'il n'était pas intéressé par un troisième mandat, il a travaillé à ce qu'il n'y ait pas un leader qui se dégage au niveau des candidatures. Il a travaillé subtilement pour dompter, pour qu'il n'y ait pas un leader qui se dégage pour pouvoir gagner les trucs. C'est-à-dire que la démocratie se limite à l'occidental, à la manipulation de l'opinion pour pouvoir permettre à l'oligarchie, c'est-à-dire à une entité dominante de toujours gouverner. Quand vous prenez la démocratie américaine, la démocratie française... Quand vous dites qu'elle se limite à cet exercice-là seulement, c'est mais trop pas gros. Que ça se limite. En fait, quand on veut faire le pouvoir du peuple pour le peuple et par le peuple, moi j'ai pris l'exemple de 1984 encore, au Burkina Faso, où il n'y avait pas encore la démocratie après la conférence de La Baule. Mais en 1984, Thomas Sankara a dit que le Burkina avait opté pour la démocratie populaire, la révolution démocratique et populaire. On avait déjà opté pour que le pouvoir revienne au peuple. Mais ce n'est pas par le processus de désignation des dirigeants. Il est venu au pouvoir par un coup d'État. Il était déjà le dirigeant en activité. La démocratie, elle commence pas en 84. Non, quand j'ai dit en 84, Sankara déjà parlait du pouvoir au peuple. Le pouvoir au peuple, c'est la démocratie. Mais ce n'est pas en 84 que ça commence. Non, je n'ai pas dit que ça commence en 84, mais en 84, le président Sankara... En 84, il y a eu un coup d'État. Oui, après un coup d'État sans élection, mais le dirigeant politique actuel a mené son action dans le sens de donner le pouvoir au peuple. Ça, c'est la forme qu'il a utilisée. Maintenant, pour être précis par rapport maintenant à votre question sur la France... Non, pardon, j'ai fini. Il faut qu'on soit assez précis. Ce soir, on est regardé par des jeunes et des étudiants. En 84, ce qui s'est produit, c'était un coup d'État militaire. Ce n'était pas une démocratie, il n'y a pas eu d'élection. Et puis Thomas Sankara n'a pas gagné les élections. Il faut qu'on le dise clairement, c'était un coup d'État. Après, sa manière de gérer le pays a été diversement interprétée. En tout cas, il est resté dans l'histoire, dans la mémoire collective burkinabé comme celui qui était proche du peuple, qui a lancé des grands projets de développement et qui était connu pour être un homme très opposé à la corruption, droit dans ses bottes, pour développer le Burkina Faso. Ça, oui. Mais en 84, il n'y a pas eu d'exercice démocratique. Il y a eu un coup d'État militaire. Il faut je suis très d'accord avec vous, mais quand on va... Allez jusqu'au bout. On parle des États-Unis d'Amérique. Allons-y. Allez à la fin de votre développement. Parce que moi, je ne vois pas la démocratie que par le fait du processus de désignation des dirigeants. Simplement. Ce n'est pas la façon de désigner les dirigeants au pouvoir qui exprime la démocratie en donnant le pouvoir au peuple. J'ai pris l'exemple, comment on appelle, de Donald Trump et en me basant sur ce que Roosevelt a fait pour pouvoir attirer la sympathie de l'opinion pour pouvoir faire un troisième mandat, alors qu'il n'y avait pas eu la possibilité de faire un troisième mandat aux États-Unis d'Amérique. Et en France, lors de la révolution, comment on appelle, de 1789, les notions de démocratie, les notions de droits de l'homme et de liberté d'expression sont sorties. Pourquoi? Parce que les Français, les résistants voulant défendre la Révolution française, ont voulu intégrer le fait que les populations se sentent concernées, se sentent engagées pour défendre la chose. Comme on peut dire c'est la partie visible de l'iceberg qui cache une volonté de pouvoir donner la possibilité aux populations de s'exprimer, de dire nous sommes engagés dans un processus de la gestion du pouvoir par le peuple et nous sommes partie prenante, notre opinion compte, notre volonté compte, mais en réalité, dans le fond,
la démocratie à l'occidental ne peut pas être calquée sur nous parce que ce n'est pas réellement le pouvoir du peuple pour le peuple et pas le peuple. Merci Savadogo. Ce que je veux dire, c'est que quand on fait à l'aune de ce qui s'est passé, quand on fait le procès de la démocratie, moi ce que je vois déjà, c'est que il faut dire que tout ce que nous sommes en train de développer, la démocratie, c'est Ici, ce qui s'est passé, monsieur, c'est pour revenir, en fait, je me perdais, c'est pour revenir à ce que monsieur Moussa Savadogo a dit. Moi, je ne dirais pas que c'est la démocratie qui s'est exercée, mais c'est le sentiment d'appartenance nationale. Parce qu'il y a quand même une petite nuance entre la démocratie et ce qu'on apprend comme sentiment d'appartenance à une nation. Et quand vous regardez même les éléments d'image qui sont passés, lorsqu'il y a eu les tirs, ici, tout le monde saurait été la débandade. Mais vous voyez la discipline avec laquelle, ça, c'est des choses qui me touchent. Parce que on voit qu'il y a une éducation qui est derrière. On montre même aux gens, en cas de certaines situations, comment il faut réagir. Ça veut dire qu'il y a une éducation derrière. Et c'est cette éducation aussi que nous devons voir. Parce que si aujourd'hui, même dans nos États, la démocratie est mise à... les gens en discutent, c'est parce qu'il y a l'éducation démocratique et tout ce qui va avec comme valeur, comme leçon que nous ne faisons pas derrière. Sinon, la démocratie en elle-même, elle n'est pas... il y a des modèles, comme on l'a dit, par rapport à certains pays, il y a les monarchies constitutionnelles, il y a des États qui ne pratiquent pas forcément la démocratie. Quand je regarde les pays du Golfe, par exemple, mais où ça marche parce qu'il y a quand même une stabilité. Ça veut dire qu'il faut que nous apprenions cette appartenance nationale, ce sentiment de nation. Parce qu'au-delà de tout, si vous suivez un peu les actualités, surtout sur les réseaux sociaux et les médias, il y a les thèses conspirationnistes qui sont venues, que ce soit des démocrates, parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit. C'est vrai qu'il y a eu tout le monde a manifesté une solidarité autour de Donald Trump. Mais en même temps, il y a des thèses conspirationnistes qui ont émergé de part et d'autre. Du camp démocrate qui disait que voilà, c'est sûrement le candidat Donald Trump qui a mis en scène sa propre, pour se donner une certaine sympathie populaire. Ce sont les partisans du complotisme. Exactement. Et de l'autre côté aussi, il y a les républicains qui pointaient du doigt les démocrates en disant que c'est eux qui avaient manigancé parce qu'ils ont essayé d'évincer Donald Trump par toutes les manières. Et donc, c'était le dernier élément qu'ils ont trouvé qui était de l'éliminer physiquement. Mais je veux dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des clivages qui sont là. Mais au-delà de tout, les gens se retrouvent au-delà des clivages parce que il y a un sentiment d'appartenance nationale. Pour moi, ce n'est pas forcément la démocratie ici qui joue, mais c'est le patriotisme. Et ça, les gens le conservent au-delà des clivages. Et c'est ce que nous aussi, nous devons apprendre. D'accord. Ce sentiment d'appartenance, il est peut-être chapeauté aussi par une structure politique qu'on appelle la démocratie. Après, on va c'est justement à ce niveau-là. Je suis d'accord que le plus important, enfin, l'appartenance nationale est importante, mais l'appartenance nationale, je trouve que ce n'est pas quelque chose qui tombe. Que pense-t-on de l'appartenance nationale quand ton État lui-même te brime? Que devient l'appartenance nationale quand je n'ai pas le droit de critiquer? Je n'ai pas le droit de dire ça là, c'est un bien commun, voici aussi mon opinion. Tant que ce droit-là m'est refusé, peut-on parler d'appartenance nationale? Est-ce moi qui m'exclus de la société ou bien c'est le système mis sur place qui m'exclut de la société? Donc, à qui revient le droit de cultiver cette appartenance collective-là? Et puis, la deuxième chose, je ne crois pas qu'on peut développer une appartenance en dehors de la démocratie. Ça, c'est vraiment ma conception. Parce que quand on parle du pouvoir du peuple, finalement, je pense qu'il faut qu'on se mette d'accord. Le pouvoir, c'est quoi? À quel moment on dit que quelqu'un a le pouvoir? J'ai le pouvoir quand, à travers mes actes, je peux changer le cours d'une histoire. Quand, à travers mes actes, je peux influencer quelque chose. Mais si je n'ai pas ce pouvoir d'influence-là, je n'ai pas de pouvoir. En dehors de ce pouvoir d'influence-là, je n'ai pas de pouvoir. Et c'est là où la démocratie trouve toute sa force. Parce que le peuple, on ne peut pas... Je vous ai dit très bien que la démocratie n'a de sens que quand le peuple peut changer le cours, quand il a le pouvoir de sanctionner les dirigeants,
Quand les dirigeants, avant d'agir, savent qu'il y a une épée de Damoclès sur leur tête, je ne peux pas faire du n'importe quoi parce qu'il viendra un moment où je serai sanctionné. Tant que le peuple n'a pas ce pouvoir de sanction, on ne parle pas de pouvoir. C'est pourquoi je disais que la démocratie est peut-être en balbutiement dans ces pays-là, parce que les dernières élections américaines, Donald Trump perd, et le peuple, quand le peuple s'est trop dit, envahit le Capitole. Voilà. C'est inédit dans l'histoire politique américaine. Inédit. Justement, c'est là où le problème qui se pose, parce que la difficulté et ce qui met à mal la démocratie qu'on appelle la démocratie occidentale aujourd'hui, c'est effectivement le pouvoir du peuple d'abord se construit sur les libertés individuelles. Ça, c'est d'abord la première des choses, et ça, c'est la base. C'est vrai qu'aujourd'hui, la jouissance des libertés individuelles pose problème. D'où les questions d'éducation à ce moment. Mais là encore, la démocratie va trouver les moyens, si elle est vraiment bien appliquée, de trouver ce système. Parce que, en fait, l'avantage de la démocratie, c'est ça. C'est ce dynamisme-là. Elle évolue, elle rencontre des problèmes, il y a des remises en cause, on trouve des solutions en interne et on évolue. Et tant qu'on ne s'inscrit pas dans ce dynamisme-là, on peut utiliser le mot démocratie, mais en réalité, on n'est pas démocrate. Dacier de Bendouté, Moussa Sawadogo l'a dit il y a un instant, en reprenant le mot de Francine Sawadogo, quand il parle du sentiment d'appartenance nationale, il dit que pour lui, en dehors de la démocratie, c'est difficile de trouver un autre système capable de garantir ce sentiment d'appartenance nationale. Est-ce que vous partagez son idée? Je ne partage pas son idée et je suis d'accord avec Francine en ce sens que faut pas qu'on tombe dans une réflexion évolutionniste. C'est ce que Moussa et Sawadogo tentent de faire. Faut pas fixer la démocratie. Les historiens te diront que non, il faut aller sur la base de l'histoire et des faits. Les sociologues te diront non, il faut voir les faits et la structuration sociale. Quand vous prenez l'État, où est né l'État? C'est pas en Europe. La réflexion intellectuelle, l'organisation scientifique, les universités, les bibliothèques, c'est pas né en Occident, c'est en Afrique. Quand vous prenez l'union entre deux pays, c'est pas né en Europe, ni en Asie, c'est né en Afrique. Toute l'organisation politique et souterraine américaine est basée sur l'organisation politique de l'Égypte ancienne, même jusqu'au symbole de l'État. Parce que les pionniers de la révolution et de l'État américain étaient des francs-maçons, donc connectés formidablement à l'Égypte. Pourquoi on a donné le nom Maison Blanche? Pourquoi les États-Unis ont une ville qu'on appelle Memphis? Pourquoi aujourd'hui aux États-Unis, on utilise des symboles africains? Voilà. La notion maintenant de démocratie est une obscure organisation sociale venue d'Athènes. Les Athéniens eux-mêmes n'étaient pas d'accord avec ce système. Les Platons ont rejeté la démocratie. Les philosophes ont tenté d'expliquer, mais c'est pas ça. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? Quand je dis que la démocratie n'est pas synonyme de développement, il veut contester. Prenez la Chine. Prenez la Chine. Quel pays est plus développé actuellement au monde plus que la Chine? Les États-Unis sont une puissance, mais tout le monde s'accorde à reconnaître le niveau de développement de la Chine et du Japon. C'est pas la démocratie qui les a développés. C'est le travail, c'est la culture, c'est la discipline, c'est leur vision du monde. Mais nous, on est colonisés. Colonisés religieusement, intellectuellement, scientifiquement. On prend l'Occident comme un modèle, alors que l'Occident, la démocratie dont on parle, mais c'est fait de violence, de guerre. Regardez les premières et les deuxièmes guerres mondiales. On doit même cesser de parler de démocratie. Comment les Européens eux-mêmes se sont tués? Où est la démocratie? Où est l'humanité? Où sont les droits de l'homme? Quand Moussa parle de droit de critiquer, nous on a pris aujourd'hui la civilisation occidentale, on croit que dans une société, il n'y a pas de droit de critiquer. C'est faux. L'Afrique a été de loin la terre où les libertés, jusqu'à tous les écrits des intellectuels musulmans du Moyen-Âge ont reconnu cela. La Bible a reconnu cela quand on dit à Moïse et à Joseph d'amener Jésus en Afrique. Quand Mohamed lui-même dit à ses partisans d'aller à Aksum. Donc, aujourd'hui, dans nos royaumes, comment les individus s'exprimaient?
Maintenant, si je reviens à cette question d'appartenance, faut pas oublier que la révolution américaine a été le premier sentiment d'unité nationale. Parce que les Américains ont souffert dans cette guerre d'indépendance. Si vous visitez les musées, les lieux de mémoire, vous n'allez pas croire que c'est des hommes qu'on a tués comme ça. Pire, c'est pourquoi quand Lincoln est venu, il a voulu qu'on en finisse avec cette histoire de l'esclavage. On parle de démocratie américaine, mais on oublie que c'est l'Afrique qui a payé le plus lourd tribut dans la construction de l'Amérique. On ne nous dit pas l'histoire. Ici, là, venez voir le comportement des Noirs africains, même des Noirs américains et même de leurs intellectuels. Quand vous prenez la guerre de sécession, c'est à cause de l'esclavage. C'est à cause de l'esclavage, donc de la traite et du racisme. Parce que Lincoln a refusé qu'il y ait des esclaves. Il n'en voulait plus. Et c'est pourquoi il a lutté pour qu'il gagne la guerre. Et le mot que Moussa vient d'utiliser tout de suite, de pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, Lincoln a prononcé ce discours à Gettysburg, en Pennsylvanie, quand il est parti après la dernière bataille qui a fait gagner l'Union. Et il était au cimetière parce qu'il y avait cette bataille a causé des milliers de morts. Parce que la guerre de sécession a causé, certains disent 1 million de morts, d'autres disent 800 000, d'autres disent 500 000. Mais à Gettysburg, ça a été un carnage inhumain. Et l'histoire raconte qu'il y a des vautours qui tournent toujours là-bas, dans ces cimetières-là, parce qu'il y avait tellement de vautours qui étaient venus pour manger la chair. Et quand Lincoln est venu, il a prononcé ce discours qu'au nom du gouvernement, du peuple, pour le peuple et pas le peuple qu'il dirige, lui, il ne va pas permettre que l'Amérique se divise. Parce qu'il est le président en ce moment. Et c'est cette expression qui est devenue aujourd'hui le maître mot. Mais elle, à l'intérieur des États-Unis, les natives indiennes cherchaient la liberté et la reconnaissance. Les anciens esclaves cherchaient la liberté et le droit de vote. Ils n'ont eu ça qu'après l'assassinat de Kennedy. Donc, c'est des réalités aujourd'hui. Vous prenez aujourd'hui aussi l'autre volet de l'analyse qu'on refuse, c'est le capitalisme et la démocratie. Quel lien faisons entre capitalisme et démocratie? Parce qu'aujourd'hui, la démocratie revient au capitalisme. Lequel capitalisme qui a été combattu en Europe? Aujourd'hui, où est la place des ouvriers dans la démocratie? Où est la place des droits de l'homme dans la démocratie? Voilà. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, nous, Africains, on refuse de prendre le problème dans les faits pour pouvoir construire. Sinon, la démocratie n'est pas synonyme de développement. C'est pas ça qui a développé l'Europe. Au moment où l'Europe exploitait les colonies américaines, elles étaient développées. Les États européens étaient des puissances. Quand l'Amérique a pris son indépendance, les Européens sont venus sont allés coloniser l'Afrique, l'Asie. Et c'est ça qui les a permis maintenant d'aller vers la révolution industrielle et être aujourd'hui des puissances. La Chine, est-ce que c'est l'esclavage? Est-ce que c'est l'exploitation des colonies? Le Japon, la Russie, est-ce que c'est la démocratie qui a construit la Russie pour que la Russie soit aujourd'hui une puissance militaire aussi? Voilà les réalités. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas idéaliser la démocratie. Ici, aux États-Unis, il y a beaucoup de débats. Moussa Sadogo vous répond. Non, je n'idéalise pas la démocratie. Je l'ai dit et j'insiste. J'ai dit même les fondateurs, les penseurs de la démocratie sont unanimes. C'est pas l'idéal, c'est le moins mauvais. D'abord, je veux qu'on soit très clair là-dessus. Bon, quand Dacier revient sur l'histoire, bon, je suis désolé, c'est vrai, il dit des choses historiques, mais la démocratie, la notion de peuple dans la démocratie, ça n'a pas commencé aux États-Unis. Je suis désolé. Si vous prenez les livres grecs qui parlent du peuple, il y a tout ça dedans. Donc, ce n'est pas venu des États-Unis. Donc, et aujourd'hui, la démocratie n'appartient à aucune nation. La démocratie n'appartient à aucune nation. Oui, elle est née à Athènes, elle a évolué, elle est partie aux États-Unis, elle a évolué, elle se trouve en Chine avec la démocratie populaire, etc., etc. Mais ce que moi je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de démocratie, il y a des concepts, il y a un contenu dedans. Et ce contenu-là, c'est très simple. Jusqu'à preuve du contraire, quand on parle de développement, moi je suis désolé quand on dit que la Chine est développée, etc. Oui, développée au niveau des infrastructures. Est-ce que le développement se limite à avoir des autoroutes, à avoir des buildings et qu'on sort? Allez-y visiter un peu la Chine. Quittez les chantiers battus ou quand on vous présente, l'officiel vous présente. Allez-y dans le fin fond de la Chine.
vous allez comprendre que c'est pas Pékin, c'est pas Shanghai, la Chine. Donc, il faut faire très attention. Oui, c'est pas ce qu'on... Mais là aussi, Moussa Souadogo, dans toutes les sociétés, dans tous les pays, il y a le revers de la médaille, voilà. il y a l'envers du décor. Je suis d'accord. Même aux États-Unis, il y a des Je SDF. suis d'accord. C'est pour cela que je dis il faut qu'on fasse attention quand on utilise les pays sont développés, les pays sont développés. Le développement ne se limite pas aux infrastructures. Il y a beaucoup d'autres éléments. Et si vous prenez même ce qui a été accepté au niveau mondial, quand on parle de développement humain durable, vous comprendrez que ce n'est pas forcément les infrastructures. Mais ce que je me résume et je dis, je n'idéalise pas la démocratie. Mais je dis jusqu'à là, quand on fait l'histoire des régimes qui ont été expérimentés, il n'y a pas un régime qui apporte le bien-être plus que la démocratie. J'attends qu'on me montre ce régime-là. Ça n'existe pas. Vous voulez lui montrer ce régime? Non, je ne vais pas présenter ce régime, mais je vais d'abord préciser la pensée d'Edouard Bernays concernant la démocratie. J'ai fait cette citation. La manipulation consciente et intelligente des actions et des opinions des masses est un élément important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme subtil, invisible de la société constitue un gouvernement invisible qui a le vrai pouvoir. Nous sommes gouvernés, nos esprits sont formés, nos goûts sont éduqués, nos opinions suggérées en grande partie par des gens dont nous n'avons jamais entendu parler. La démocratie n'est pas le lieu du pouvoir du peuple, mais un système où on manipule le peuple pour l'influencer au lieu de le contraindre par la coercition. Une démocratie, c'est une dictature mature, une dictature aboutie. Ça, c'est ce que... C'est un point de vue. C'est un point de vue. C'est un point de vue. Et la dictature, elle est quoi alors? Non, attends, je vais finir. Maintenant, revenant par rapport à ce que M. Dassi a dit, je suis très à l'aise pour évoquer cette question. La démocratie à l'occidental, si nous devons l'adapter à l'africaine, nous devons avoir une base spirituelle. On va rentrer dans ce volet. Pourquoi? Parce que la démocratie américaine, ce n'est pas la démocratie, le choix des dirigeants par la voie populaire qui fonde la stabilité et la doctrine de la stabilité des États-Unis ou de la France. Prenez la C'est quoi donc? C'est quoi? Non, ce sont des entités spirituelles qui sont dans l'ombre, qui commandent et qui dictent les opinions, qui orientent les opinions et qui... on a l'impression Est-ce que vous pouvez nommer ces entités-là? La franc-maçonnerie, par exemple, prenez la devise de la France. Liberté, égalité, fraternité. C'est la devise de la franc-maçonnerie. Et la franc-maçonnerie est partie d'où? Là, on rentre dans des considérations... pardonnez-moi de vous interrompre. Non, pardon. Pardonnez-moi de vous interrompre. On ne va pas aller dans un débat sur la théorie démocratique. Non. J'ai fini. Je veux qu'on soit dans un débat beaucoup plus pratique. La question qu'on pose ce soir, et vous voyez le thème démocratie occidentale, autopsie d'un modèle en balbutiement. Et la question que je pose, c'est avec la situation en France où il y a le blocage, c'est toujours la démocratie, ce sont peut-être les, comment on appelle ça, des petits détails qui font qu'on peut peut-être douter de l'efficacité de ce système de gouvernance. Quand on regarde ce qui se passe en France, quand on regarde la violence qu'il y a eu quelques semaines aux États-Unis d'Amérique, pour des pays qui sont en Afrique et qui regardent cela en souriant, qu'est-ce qu'ils se disent? Est-ce qu'il faut aller vers ces modèles qui pour eux sont en état de balbutiement, mais pourtant qui marchent? La preuve, c'est que, écoutez, tout le monde veut immigrer vers l'Europe, les États-Unis d'Amérique, les gens meurent dans l'eau pour aller dans ces systèmes démocratiques que nous sommes en train de vomir aujourd'hui. Finalement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut copier ces systèmes démocratiques? Est-ce qu'il faut l'adapter à notre sauce? C'est la question qu'on pose ce soir. Est-ce qu'on doit vomir la démocratie parce qu'on assiste à ces différents blocages ou à ces différents balbutiements? C'est la question qu'on pose. N'allons pas dans les franc-maçonneries, c'est trop compliqué. Je vais vous répondre très clairement. La démocratie, l'objectif de la démocratie, c'est quoi? C'est-à-dire les conventions, c'est permettre aux populations de vivre bien. Les États-Unis d'Amérique sont en démocratie, c'est la plus grande démocratie. Et c'est, sur le plan économique, c'est un pays très développé. Mais est-ce que les Américains vivent mieux? Est-ce que les Américains vivent bien? 90% ou 70% des Américains utilisent des substances chimiques pour avoir une stabilité
morale, pour avoir une stabilité mentale. C'est pas le développement économique des infrastructures. Pourquoi tout le monde va aux États-Unis alors? Si les Américains vivent mal. Non, ils vivent mal et c'est prouvé scientifiquement. La question que je pose, pardonnez-moi, la question que je pose, pourquoi partout dans le monde, tout le monde veut immigrer aux États-Unis lorsque on lance le Green Card, tout le monde va aller aux États-Unis d'Amérique. Si c'est un pays où on vit si mal, pourquoi tout le monde veut s'y rendre? Ce sont des questions fondamentales. Depuis l'Antiquité, les trois préoccupations de l'humanité, c'est la famine, c'est la maladie et qui ont engendré la violence pour pouvoir conserver ces acquis. Aujourd'hui, en 2021, au XXIe siècle, on n'a pas de problème pour résoudre la question de la pauvreté biologique, c'est-à-dire manger à sa faim. On a toutes les possibilités de créer ce développement-là localement pour pouvoir se nourrir suffisamment. On a la possibilité de développer nos industries pour rester sur place et vivre sainement. C'est fait quoi? On nous a vendu un modèle occidental, c'est-à-dire qu'on a créé des problèmes imaginaires et on nous propose des solutions miracles. Et nous, en tant qu'Africains, c'est ce que je dis toujours, on nous a domestiqués à l'opinion, à la conventionnelle de l'Occident. On a l'impression que c'est tout ce qui vient de l'Occident qui est bon et qui est juste. Donc, nos intellectuels sont assis sur des vérités historiques et ne veulent pas permettre aux populations de savoir en réalité quel est l'objectif des conventions, des lois. Ce n'est pas les lois qui font les humains. C'est les humains qui font les lois. D'accord. Donc, on fait ce système-là pour pouvoir permettre à nos populations de bien vivre sur place ou ailleurs. Francine Sawadogo. Moi, je pense que la démocratie, en réalité, ne doit pas faire l'objet d'une remise en question. Pourquoi? C'est des valeurs universelles. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Et moi, ce qui pose problème, c'est qu'on fait une comparaison entre des nations qui ont des taux d'éducation très élevés et nous qui avons des taux d'éducation assez bas. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi je dis qu'il y a des préalables qu'il faut. Et ces préalables-là, ce sont les questions d'éducation. Parce que le peuple, quand on parle du pouvoir du peuple, ça veut dire que le peuple lui-même doit comprendre en fait qu'il est le tenant du pouvoir. Et c'est de ça et cela, c'est au moyen de l'éducation et de certaines valeurs en fait qui sont universelles. Comme vous l'avez dit, il y a plusieurs types de démocratie. Les pays ont essayé de l'adapter en fonction de leur réalité. Les États-Unis dont on parle, vous allez voir que les États-Unis n'ont pas forcément le même, parce que c'est un système d'élection indirecte. Parce que c'est des grands électeurs, les populations élisent des grands électeurs qui vont élire le président. En France, par exemple, c'est une élection présidentielle directe. Et dans d'autres pays, on a les monarchies. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, même nous devons nous asseoir et regarder à l'aune des valeurs universelles et des valeurs qui nous sont propres, qu'est-ce qu'on fait? Parce que souvent, je suis mal à l'aise de voir que nous avons des... Peut-être que là, vous venez de répondre à Moussa Sawadogo. Vous avez dit qu'en dehors de la démocratie, il n'y a pas... Vous ne voyez pas j'ai fini d'abord, un autre système de gouvernance qui puisse apporter le développement. Elle vient de citer les États monarques et c'est pas malheureux. Attention. Je veux aller au bout. Vous allez partir. Allez-y. Okay. Terminé. Okay. Parce que ce qu'on dit, c'est qu'il faut véritablement que nous nous asseyons pour regarder ce qui marche et ce qui ne marche pas en fonction de nos réalités. C'est pourquoi je parle des taux, de l'éducation politique. Vous voyez, ailleurs, ce sont les populations elles-mêmes. Vous avez vu, c'est des conventions, c'est de l'argent, mais c'est des populations qui paient. Ils n'ont pas forcément besoin, même de la corruption dont on parle, la corruption électorale dont on parle ici souvent et tout. C'est des gens qui mettent de l'argent parce qu'ils comprennent ce qu'on dit, parce qu'ils investissent dans leurs candidats. Donc aujourd'hui, est-ce que nous sommes arrivés à là? Aujourd'hui, c'est nous qui allons donner des choses à des gens. Donc vous voyez, ça veut dire qu'il y a des choses que nous devons corriger. Et si nous n'avons pas le courage de reconnaître que avant que nous puissions arriver à un niveau, il y a un travail de base qu'il faut faire. Il y a une éducation, toute une éducation politique, une éducation que nous devons avoir pour arriver à des niveaux en fonction aussi de nos réalités sociales. Voilà. Moussa Sawadogo. Oui, deux choses. Je pense que cette question, quand on parle de la démocratie occidentale qu'on nous a imposée, oui. On nous l'a imposé à un moment donné, mais personnellement, je trouve qu'on doit quitter dans ce discours-là. Il y a longtemps qu'on dit toujours on nous a imposé. OK. Après avoir pris conscience de cette imposition-là, on propose quoi? On fait quoi? Et je pense que c'est là où se trouve la substance du débat. Et aujourd'hui, regardons, si vous prenez les royaumes africains,
C'est vrai qu'on n'avait pas des rois qui étaient élus, mais il y avait des mécanismes pour permettre à tout citoyen de faire entendre sa cause. Et ça marchait. Et ça marchait. On a parlé de la monarchie. Vous prenez la Belgique. Est-ce un pays démocratique ou pas? C'est un pays démocratique. Vous prenez la Grande-Bretagne. Vous prenez l'Espagne. Vous prenez la Suède. Mais ce sont des pays monarchiques. Donc, la monarchie n'est pas incompatible avec la démocratie. C'est ce que je dis. La démocratie a des valeurs universelles, les valeurs de base, le respect des droits humains. La volonté pour le peuple de sanctionner celui à qui il a donné mandat de diriger. Donc, à partir de ce moment, on l'adapte à notre réalité. D'accord. Voilà. Rapidement. Ce que je veux dire. Après, il y a Dassé qui vient d'impasser, allez-y. Le peuple, c'est qui? Regardez les taux de participation à nos élections, s'il vous plaît. Nous sommes peut-être 22 millions de Burkinabés. Si nous regardons le taux de participation aux dernières élections présidentielles, nous sommes à peu près 3 millions d'électeurs. Ça veut dire qu'il y a un problème qui est là. Parce que quand même, c'est combien? C'est 3 ou 4 fois plus la population qui ne s'est pas sentie concernée. C'est vrai que si on enlève l'âge électoral, je précise, c'est vrai que quand on regarde le potentiel électoral, on a un potentiel électoral qui va au moins à presque 15 millions d'habitants. Mais sur ces 15 millions d'habitants, on a 3-4 millions. Aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire que même les Waïs dont on parle, pourquoi aujourd'hui ces personnes-là se reconnaissent une valeur? C'est parce que pendant longtemps, certains débats sont restés dans des cercles élitistes. Nous sommes des Burkinabés. On a chaque fois, lorsque nous avons appris nos leçons, on nous a dit 80% de notre population est analphabète. Quelle est la proposition politique? Qu'est-ce qu'on a fait pour prendre en compte cette population? C'est le peuple aussi. Et c'est d'ailleurs la plus grande majorité de ce peuple-là. C'est pourquoi je dis, même nos programmes politiques, il faut que nous apprenions à les traduire en langue, à les montrer à nos populations. C'est pas parce que quelqu'un ne parle pas bien le français qu'il n'a pas une contribution à faire dans un programme politique. Qui n'a pas... Donc c'est de ça que nous parlons. Non, je ne fais pas... C'est pourquoi je dis que je ne dis pas que la démocratie est mauvaise. Je n'ai jamais dit qu'on nous l'a imposée. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des préalables que nous devons faire. Il y a un travail que nous devons faire pour arriver au niveau des États comme les États-Unis, des États européens que nous envions. Sinon, si nous faisons que du mécanisme, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de démocratie dans nos États, on regarde que les élections. Quelqu'un est venu, quelqu'un est parti. Non, ça ne doit pas se limiter à ça. Et c'est ce que je suis en train de dire. Sinon, je ne dis pas que... Parce que les valeurs sont universelles. Il y a des valeurs qui sont universelles. Il y a des valeurs qui sont propres à chaque peuple. C'est à nous maintenant de faire la synthèse. Dacier de Bendouté, comment vous regardez ce débat? Moi, je vous pose une question simple. Le thème de ce débat, c'est démocratie occidentale, autopsie d'un modèle en balbutiement. Est-ce que le balbutiement qu'on constate aujourd'hui et en Europe, notamment en France, avec le blocage qu'il y a, mais aussi qu'on constate aux États-Unis d'Amérique avec la tentative d'assassinat de Donald Trump, qui montre que ce système-là est peut-être en balbutiement, est-ce que c'est le signe que les États africains qui tentent d'aller vers la démocratie se trompent de chemin parce que ce système est en train de se souffler, ou alors ce n'est pas une mauvaise chose qu'on nous a vendue, il faut peut-être y aller parce que finalement aussi derrière, ça marche. Ça marche en termes de développement humain et de développement économique. C'est le système qui marche. Comment vous analysez cette situation? Oui, merci. Avant de répondre à ta question, permets-moi de donner une source à M. Yamba. Ce qu'il disait là, c'est vrai à propos de tout ce qu'il y a comme structure religieuse. Et vous pouvez vous référer à la revue Notre Histoire. Son numéro spécial de 1990 est revenu largement sur la Révolution française où vous explique cette question de clan, de structure et autres. Ce qu'il dit, c'est vrai, parce que la revue Notre Histoire est revenue sur ça en 90. Je me rappelle très bien, j'ai même le journal au pays. Voilà. Donc, maintenant, à propos de votre question, faut pas oublier que la démocratie s'est construite sur les valeurs gréco-romaines. Faut pas oublier ça. Maintenant, nous sommes dans des sociétés différentes. Et quand on parle de valeurs, non, c'est péjoratif. Chaque société humaine a ses forces et ses faiblesses, ses qualités et ses défauts. Et les Occidentaux, Francine parlait tout de suite de l'éducation. Quand les Occidentaux ont quelque chose, voilà, ça doit être universel, tout le monde doit copier. Et c'est ça maintenant
qui fait que l'intellectualisme ou l'intelligence en Afrique est biaisée. Il y a du saupoudrage. On n'a pas l'esprit critique. La démocratie n'est pas universelle. On a imposé la démocratie au monde à travers le système onusien. Avant la création de l'ONU, chaque pays était plus ou moins libre. Mais depuis le système onusien et le système de colonisation de l'Occident du reste du monde, tout s'est imposé au reste du monde. Et maintenant, ça revient à votre question. Pourquoi la démocratie balbutie aujourd'hui en Europe et en Amérique? Parce que les autres civilisations sont arrivées maintenant du point de vue technique, technologique et du point de vue historique au même degré de connaissance que l'Occident. Donc, il y a maintenant des concurrences. Ce qui crée maintenant des chamboulements à l'intérieur. Quand vous prenez aujourd'hui l'Occident, quelle est la valeur que l'Occident veut que ça soit universel? C'est l'homosexualité, les droits des femmes, les droits des enfants, les droits de l'homme. Est-ce que l'Asie, tout le continent asiatique n'a pas ratifié la question des droits de l'homme à l'ONU? Ils ont dit clairement aux Européens que ce n'est pas conforme à leur culture et aussi c'est trop individualiste. Moussa Saoudou Pété, l'Asie a refusé de signer. Les Arabes viennent de le faire tout récemment. Seule l'Afrique a bondi là-dessus, droits de l'homme. Alors que quoi? Quand on rentre dans les débats des droits de l'homme, des civilisations, maintenant, on aborde la question d'exploitation dont Moussa parlait tout de suite, que non, le peuple a le droit de critiquer. Le peuple maintenant, il faut mettre le peuple dans de bonnes conditions. Quelle est la partie du monde qui a exploité plus son peuple, si ce n'est pas les Occidentaux? Nous avons tous été à l'école. On connaît l'histoire de l'Europe mieux que même nos sociétés. Dans nos sociétés, qui exploitent qui? Il y avait une stratification sociale, mais c'était l'égalité, la communauté, la famille, le village. Tout était vraiment fait de sorte que l'individu soit dans le groupe et que le groupe soit au-dessus de l'individu pour qu'il ne se perde pas. Aujourd'hui, les valeurs démocratiques dont on parle, quand M. Yamba parlait des États-Unis, les États-Unis ont leurs problèmes sociaux. Vous regardez par exemple la question de la drogue, la délinquance. C'est une réalité. Les questions des gangs, c'est une réalité. La Chine a ses réalités sociales. Prenez aujourd'hui au Burkina Faso, il y a combien de lieux de fumoir, de drogue à Ouagadougou? Vous prenez aujourd'hui les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on ne voit pas à travers, par exemple, les femmes qui s'exposent? Voilà, chaque pays a ses... Prenez la France, où il y a beaucoup d'Africains. Il y a des coins de Paris, si on vous montre et on dit que ça là c'est Paris, mais quel média va aller montrer tout ça où les migrants sont parqués, les gens sont là assis? Mais partout, en Europe comme en Amérique, il y a ce qu'on appelle les homeless. Les gens sans maison, sans domicile. Voilà les réalités sociales. Mais est-ce que ça là, on va dire que non, c'est parce qu'il n'y a pas la démocratie en Afrique qu'on souffre? Non. La démocratie occidentale est en balbutiement parce qu'aujourd'hui, l'Occident est à sa dernière valeur qu'elle veut imposer au monde et les gens refusent. Regardez le gouvernement français. C'est pas moi qui l'ai dit. Ça a été un débat chez eux. Le gouvernement est fait des gens qui soutiennent la LGBT ou eux-mêmes sont LGBT. Et regardez les débats en France. Comment les gens parlent maintenant de ces questions de valeur? Combien de gens ont dit que l'Europe est en train de perdre? Pourquoi ils ont invité l'Église catholique au sommet du G7 ou bien c'était G20 là? Pourquoi ils ont invité le pape pour la première fois? Parce que l'Occident n'a plus de valeur. C'est sur la base des valeurs que l'Occident a conquis le monde. Donc, il faut avoir le courage intellectuel de dire, vu les faits, que la démocratie balbutie en Occident. C'est pourquoi, comme les autres pays sont en avant plus que nous les Noirs, la Russie a sanctifié Poutine. Et en disant les élections, voilà combien de temps ça va continuer. L'Allemagne a presque sanctifié Angela Merkel parce qu'ils ont compris qu'il faut un leader pour rester longtemps, pour stabiliser le pays. Vous prenez la Chine, ils ont sanctifié Xi Jinping. Combien de temps maintenant il va faire au pouvoir? Les Occidentaux crient non, parce que les gens... Au Rwanda aussi peut-être? Hein? Au Rwanda aussi peut-être? Mais au Rwanda, ça ne va pas bien aboutir parce que ce sont les Occidentaux qui savent ce qu'ils sont en train de faire. Un beau jour, vous allez mais c'est ce que vous dites. Il faut un pouvoir stable qui permet aux affaires d'avancer. Oui, mais il y a un problème. Le Rwanda a un problème avec le Congo. Il suffit qu'il y ait un patriote aujourd'hui au Congo qui se comporte comme Kagame. Si les deux pays rentrent en guerre, le Congo fait combien de millions d'habitants, combien de superficie et combien de richesses? Si le Congo doit se doter, le Rwanda, ils font la guerre, ils se détruisent en une journée. Voilà. Donc,
voilà comment le monde fonctionne. Nous, on veut regarder ce que les autres font. Sinon, la démocratie balbutie. La France elle-même, depuis un certain moment, les présidents viennent, ils font un mandat et ils partent. Et ayons le courage d'aborder un problème social, la famille. Quand Hollande est venu, il a eu problème de famille. Il s'est retrouvé célibataire. Sarkozy est venu, même chose. Macron est venu, il y a eu des débats sur sa famille. Aujourd'hui, on se retrouve avec des leaders qui n'ont pas de famille. Il n'y a pas eu de problème dans la famille. D'assez de bien douter, ce sont des problèmes d'ordre privé qui n'influent pas forcément sur la politique française. C'est des questions d'ordre sociologique qui jouent sur l'analyse politique et qui jouent sur la politique de la famille et de la démographie. Ce n'est pas des questions privées, hein. C'est en Afrique qu'on nous ment. Sinon, c'est des réalités qui tiennent compte dans les analyses. Vous ne pouvez pas aujourd'hui avoir des leaders qui n'ont pas de famille et qui veulent maintenant imposer à des pays. Quand, par exemple, Emmanuel Macron dit en Afrique qu'on fait beaucoup d'enfants, est-ce qu'il a un enfant? Il sait comment on prend charge d'un enfant. Mais il nous l'a dit. Qui a dit que non, il ne devait pas lui dire? Mais quand nous, on critique les sociétés, on dit non, c'est les droits, c'est le privé. Non, je suis sociologue de formation. On ne peut pas venir construire une société en mettant de côté la question démographique. Et Éric Zemmour l'a dit. Que quand l'Europe était démographiquement supérieure à l'Afrique, elle a colonisé l'Afrique. Mais Zemmour a refusé de reconnaître que c'est la même Europe qui a fait la ponction démographique pour construire l'Amérique. Et qu'aujourd'hui, l'Afrique va avoir combien de milliards d'habitants? 2 milliards d'habitants en 2050. Et que l'Afrique va coloniser l'Europe. Et ça a commencé avec l'immigration. Donc, il faut arrêter. Voilà comment eux, ils voient le monde. Mais nous, on doit aussi voir le monde. D'accord. Avec notre... Vous avez parlé aussi de droits des enfants et des droits des femmes. Je pense que ce ne sont pas des valeurs qui sont propres aux démocraties occidentales. Ce sont des valeurs qui sont reconnues dans nos sociétés africaines. Oui, mais pas de la même manière. Aujourd'hui, par exemple, quand vous prenez un enfant, et c'est ce qui a constitué même en Amérique ici, il y a des courants de chercheurs qui critiquent cela. On ne peut pas frapper un enfant, on ne peut pas corriger un enfant. Ton propre enfant, même, il y a un problème, on peut venir te le retirer. C'est pas ton enfant, c'est ton enfant, mais l'État a le droit de le retirer. Il y a une politique sociale, en tant qu'Africain, qui est éduquée aussi dans d'autres valeurs, que quand nous, on regarde, on se dit, mais c'est pas possible. Et c'est ça, maintenant, on veut amener en Afrique. C'est pourquoi, aujourd'hui, vous voyez, les gens ont des problèmes d'éduquer les enfants. Ici, il y en a plein. Les gens ont des problèmes même d'éduquer les enfants. Il faut les envoyer dans des centres militaires pour qu'on essaie de voir là-bas. Tout ça là, c'est dû à quoi? Parce qu'il y a une politique de la famille qui a échoué. Aujourd'hui, regardez le mariage. Tout de suite sur les réseaux sociaux, je lisais qu'au Sénégal, on parle de combien mille divorces par an, soit 200 et quelques divorces par mois, un divorce chaque 4 secondes, un truc comme ça. Regardez même la politique. Bon, j'ai pas ces chiffres. Hein. C'est à vérifier. Hein. On va les vérifier, ces chiffres. D'accord. Oui, mais à Ouagadougou aussi, Sidoya avait fait un reportage spécial sur les divorces à Ouagadougou. Voilà, donc... Non, c'est vrai que le nombre de divorces explose dans nos pays, ça c'est un fait, mais je n'ai pas les chiffres précis. D'accord. Oui. Moussa Souadogou. Oui, je crois que dans le fond, nous disons plus ou moins la même chose. C'est vrai que la démocratie occidentale, et je suis mal à l'aise quand on réduit la démocratie occidentale à la démocratie française. La France ne représente pas l'Occident. Je vous ai parlé de la Belgique, de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas, qui sont aussi des pays occidentaux, mais qui ont des formes démocratiques différentes de celles de la France. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, la démocratie ayant poussé au maximum les libertés individuelles, la manière dont on jouit de nos libertés individuelles aujourd'hui pose problème. Et ça, la démocratie elle-même la reconnaît. C'est pour cela qu'elle se questionne. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas un autre régime qui se questionne sur lui-même autant que la démocratie. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, la démocratie est basée sur le respect des droits individuels. C'est-à-dire permettre aux citoyens de s'exprimer, de donner son mot, son avis, quand il s'agit de désigner celui à qui on va déléguer le pouvoir d'aller gérer. Maintenant, comment ça va se faire? C'est différent. Chez nous, ici, dans nos sociétés traditionnelles, c'est aussi des grands électeurs qui élisent le NABA. Ce n'est pas tout le monde qui vient élire le NABA. Mais une fois que le NABA est élu,
il sait qu'il y a une éthique politique, il y a une manière de se comporter, et il sait que s'il ne respecte pas ça, il y a une sanction. Donc, on est d'accord sur ça. Jusqu'à preuve du contraire, jusque-là, personne n'a donné l'exemple d'un régime meilleur que la démocratie. Donc, je reste sur ma conviction que même si c'est le moins mauvais, jusqu'à preuve du contraire, personne n'a pu citer un régime qui est mieux que la démocratie. Maintenant, la démocratie elle s'améliore parce qu'elle s'adapte. Les mœurs évoluent. On a fini. On est très très en retard. C'est un débat qui continue de toutes les manières. On verra bien ce qui va se passer dans les sociétés occidentales. Et puis c'est la question qui se pose, est-ce que ce système qui est en balbutiement, est-ce qu'il va se régénérer encore une fois, ou est-ce qu'on est à la fin d'un cycle? Est-ce que finalement le système démocratique va s'affaisser? Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que dans ce cas, où doivent aller les pays africains qui tentent d'aller vers la démocratie, cette démocratie en balbutiement? Ce sont des questionnements qui doivent être menés au niveau des intellectuels, au niveau de toutes les couches sociales. Les réflexions doivent être menées parce qu'il ne faut pas que nos pays se battent pour aller vers un système qui lui-même peut-être est en essoufflement, peut-être aussi qui va se régénérer. C'est la question qu'on se pose. C'est pas la démocratie, c'est la civilisation occidentale qui est en déclin. La civilisation occidentale qui est en déclin. Bon, voilà, c'est votre point de vue. Non, c'est pas la démocratie. Voilà, c'est une question de me donner raison. Bon, voilà. Donc, on finit d'assez bien douter. Merci d'être venu, d'être resté jusqu'à 7 heures. Merci beaucoup. Je pense que sans t'imposer quoi que ce soit, ce que tu viens de dire là, c'est à toi d'organiser maintenant une émission spéciale pour dire où doit aller l'Afrique maintenant. Non, bien sûr. Je suis d'accord avec vous, on vient de faire l'autopsie de la démocratie occidentale, on a trouvé ses travers. Oui. Maintenant, où doit aller l'Afrique? Est-ce que vers cette démocratie en essoufflement, ou alors est-ce que l'Afrique doit trouver son propre chemin? Et quel chemin? Ça fait 60 ans qu'on cherche le chemin, on n'a pas encore retrouvé, il faut qu'on le retrouve finalement un jour. Voilà. Merci Moussa Savadogo, c'était un débat assez passionnant. Merci Yamba Cabré, Francine Savadogo, merci. Et puis merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés jusqu'à 7 heures. Bonsoir, au revoir. Et puis moi, je vous retrouve demain à 19h30 pour le journal télévisé. Au revoir.